Vous me demandez souvent comment me soutenir. Voici 2 choses hyper simples qui font toute la différence. En premier lieu, prenez 2 secondes, là, maintenant, abonnez-vous au podcast et notez-le 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Deuxièmement, partagez cet épisode avec un proche qui, comme vous, est amateur de podcast. Par ailleurs, si vous êtes une marque ou un partenaire potentiel, c'est peut-être le moment de rejoindre l'aventure Audace. Audace. Place à l'audace. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Bonjour Alex, bonjour Alexandre. Salut Chlo, merci de me recevoir. Merci à toi de nous donner un peu de temps. Alors aujourd'hui, on part sur un épisode assez pratico-pratique, pardon. Ouais. On va parler du time management. Tout à fait. Néanmoins, on vient de shooter un épisode qui va être diffusé très prochainement où Alex parle de son parcours qui est hyper intéressant. Merci. Pour aujourd'hui, pour cet épisode-ci, on parle de time management. Donc Alex, est-ce que je peux te demander juste en 2 mots de te présenter ce que tu fais et de nous expliquer, selon toi, ce que c'est le time management ? Ouais, donc moi je m'appelle Alexandre, donc là j'ai 32 ans. À la base j'avais un parcours ingénieur de gestion, banque, finance. J'ai décidé de me réorienter, d'écouter mon cœur, vivre mon rêve, c'est-à-dire d'apprendre plus sur les compétences humaines, la psychologie et la philosophie, tout ce qui s'ensuit. J'ai suivi un parcours de coaching et maintenant ça fait 4 ans que je suis en indépendant. Je fais à la fois du coaching sur des thématiques telles que l'orientation professionnelle, le lancement de projets et le développement des compétences personnelles, donc gestion du stress, des émotions, confiance en soi, leadership, time management par exemple, parce qu'on va le voir, on parle de time management. Après, beaucoup de choses sont reliées les unes aux autres parce qu'on parle de l'humain. Et derrière ça, je donne aussi des formations, des workshops, du coaching d'équipe, et aussi de la médiation sur ces différentes thématiques-là. Et donc voilà, pour moi, le time management, en tout cas par rapport à ce que j'ai l'habitude d'en voir, c'est quelque chose qui est encore une fois très très subjectif. C'est un mot qui reviendra souvent. Finalement, quand une personne vient voir pour gérer son temps peut être très différent d'une personne à une autre. Et puis finalement, il y a comment on gère son temps et aussi quel est le but de la gestion du temps. Et donc, ça sont des éléments qui sont ultra personnels. C'est pour ça, dans les formations que je donne, dans les coachings que je donne, je propose des modèles, mais je renvoie beaucoup chez la personne pour qu'elle-même puisse s'approprier le plus possible ces concepts. Parce qu'encore une fois, la première chose, c'est si on ne sait pas quel est son objectif ou quel est son but, en fait, un peu comme on dit dans Alice au Pays des Merveilles, le chat qui apparaît, on dit, en fait, quel est le chemin que tu voudrais choisir? Le chat dit, mais où est-ce que tu voudrais aller? Alice dit, je ne sais pas. Alors elle dit, tous les chemins sont bons. Et c'est un peu ça. Néanmoins, si des personnes se demandent comment mieux gérer son temps, c'est que peut-être qu'à un moment, tous les chemins sont bons jusqu'au moment où on sent au fond de soi que c'est plus tout à fait aligné, on se sent peut-être dépassé, on a l'impression de passer à côté de sa vie, etc. Et donc, c'est là que ça commence à redevenir intéressant de se dire, ok, quel est le levier? Et c'est pour ça, là, Chloé, je t'ai montré un modèle que j'ai créé, que j'utilise souvent. Je le mettrai sur les réseaux sociaux. Super. Donc, c'est selon moi, en fait, c'est un modèle qui permet de représenter les différents leviers qui existent, selon moi, par rapport à la gestion du temps. Et donc, à chacun de voir un petit peu par rapport soit à ses compétences ou par rapport à sa façon de gérer ses compétences, quel est le levier qui serait le plus important pour arriver à son objectif de gestion du temps. Il y a une question qui revient souvent, par exemple en entretien d'embauche. Enfin, moi, je l'ai régulièrement. Ouais. Comment prioriser efficacement mes tâches ? Comment toi tu ferais ? Donc encore une fois, dans toutes les réponses que je vais donner, il y a vraiment ce côté où
il y a une possibilité de montrer des modèles. Après, à chacun de se réapproprier. Donc, c'est plutôt le côté coaching. À chacun de se réapproprier le modèle ou la façon de faire par rapport à sa vie ou à ce à quoi la personne fait face. Parce que je pense pas qu'il y ait un modèle qui convient à tout le monde, convient à toutes les situations. Et donc, c'est ça qui est vraiment magique, je trouve, c'est que chacun peut créer un petit peu sa gestion du temps, sa façon de faire, parce que chacun est différent. Et donc, comment prioriser au mieux? Je pense que c'est quelque chose qu'on discute souvent en coaching quand on parle de priorisation. C'est un outil qui est assez connu, c'est la matrice d'Eisenhower. Oui. Donc la matrice d'Eisenhower, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une matrice qui est basée sur 2 axes, c'est-à-dire l'importance d'une tâche et l'urgence d'une tâche. Et donc ça donne des tâches qui sont soit importantes et urgentes, soit importantes mais pas urgentes, soit urgentes mais pas importantes, soit pas importantes pas urgentes. En fait, on peut mettre un numéro à côté de chacune de ces cases. Et en fait, soit on connaît pas ce modèle et c'est génial, soit on le connaît, on dit ouais mais ça je connais, c'est matrice d'Eisenhower, c'est hyper connu, etc. Et c'est assez intéressant parce que même si c'est très connu, la deuxième question c'est oui mais à quel point tu l'utilises vraiment? Parce que parfois on connaît mais on l'utilise pas. Ouais. Et donc moi la première question que je pose c'est parce que la base même de la matrice d'Eisenhower c'est que en fait l'important est plus important que l'urgent. Et souvent émotionnellement c'est le contraire. Quelque chose qui est urgent, on dit c'est urgent donc je dois le faire en premier. Mais c'est là tout le challenge, c'est que parfois, les choses urgentes sont pas toujours les choses les plus importantes ou ne nécessitent pas toujours que ce soit nous qui donnions tout notre temps pour les faire. Et donc, la première question que je pose quand on parle de priorisation, c'est est-ce que tu sais ce qui est le plus important pour toi? Donc là, on revient, et c'est un modèle que j'emploie souvent, je vais un peu le décortiquer au fur et à mesure de tes questions, mais quel est l'objectif? Quel est l'objectif de ta fonction? Là, tu me parlais dans un entretien d'embauche, donc je me dis par rapport à une fonction, c'est quel est l'objectif? Quel est ton objectif? Quels sont tes objectifs? Quel est ton objectif le plus important? Déjà, bien connaître ses objectifs. Ou alors là, si on parle de gestion de vie privée, vie pro, quel est ton objectif dans ta vie privée? Est-ce que c'est clair pour toi? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Est-ce que tu sais à quoi est-ce que tu veux que ta vie ressemble? Donc, quels sont tes objectifs pour que ce qui est important soit clair pour toi? Et une fois que ce qui est important est clair pour toi, c'est pas toujours un exercice facile. Ouais. Là, après, c'est définir qu'est-ce qu'une urgence. Et donc là, une urgence, parfois, c'est un peu plus facile à développer. C'est une urgence, quelque chose qui doit être fait soit aujourd'hui, soit demain, par exemple. Donc ça, on peut mathématiquement coder, entre aujourd'hui et demain, ça devient urgent. Et donc, une fois que ça, c'est clair, il y a une autre partie qui est à quel point est-ce qu'on a conscience de toutes les tâches qui sont à faire. Parce qu'il se peut arriver aussi, c'est qu'on a oublié une tâche. Ou tout d'un coup, une tâche importante arrive et on avait oublié qu'elle était à faire. C'est ça. Et donc, il y a à la fois la prioritisation, mais aussi, surtout, à quel point on a une vue d'ensemble sur toutes les tâches à faire. Et donc, souvent, dans les entretiens d'embauche ou les boîtes aux lettres, les exercices de la... je pense, une boîte aux lettres, les exercices de boîte aux lettres, où il faut prioriser tous les courriers et les emails. Oui, c'est ça. Voilà. Mais une des choses à faire, c'est d'avoir d'abord conscience de tout ce qu'il y a à faire, donc lire un peu les choses en diagonale et avoir bien compris, quels sont les impacts, quelles sont les personnes clés qui sont touchées et par rapport à ces objectifs ou ce qu'on a défini d'important, comment catégoriser. Et donc essayer de catégoriser les différents emails, les différentes tâches entre 1, important, urgent, 2, important, pas urgent, 3, pas important et urgent, et 4, pas urgent, pas important. Et là, ça devient un peu plus simple parce que tout ce qui est 4, c'est pas pour faire maintenant. Tout ce qui est urgent, mais pas important, alors là, c'est soit délégué, parce que comme c'est pas important, ça veut dire qu'il y a forcément des choses plus importantes, ou en tout cas pour lesquelles notre temps pourrait être dédié. Peut-être qu'il y a que nous dans la boîte qui savons faire, qui serait plus nécessaire à faire que ça. Et donc, c'est demander s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait le faire, ou bien, à la limite, si on ne sait pas déléguer, le faire, mais pas en priorité s'il y a des urgents importants, le faire, mais pas prendre trop de temps. Le faire rapidement. Et alors, s'attarder surtout sur les deux sont importants mais pas urgents. Là, l'idée est de planifier, de s'assurer qu'au moins à un moment, on va les faire. Parce que non, le risque, c'est d'être happé par tous les urgents et ne jamais faire c'est important, pas urgent. C'est ça. Et ça, le problème, c'est qu'après, eux deviennent urgents et c'est peut-être le moment où on va se retrouver au dernier moment à faire du gros projet qui était ultra urgent et juste on l'a pas planifié en amont et donc on le fait trop tard. Et puis le plus simple, c'est urgent, important, ça sont les premières choses à faire. Oui. Et c'est là normalement qu'il y a les tâches clés. Comment tu planifies? Est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu utilises... Il y en a tellement, enfin on en connaît, Asana, Monday, ouais. Trello, Todoist, Notion. Voilà, il y a une chier, mais comment tu fais toi? Encore une fois, je pense que ça, chacun voit. Donc, ce qui est chouette avec le Trello, en effet, c'est qu'on voit un petit peu l'évolution des tâches en même temps. C'est par exemple la gestion de projet. Ce qui est,
la base, je dirais, c'est le calendrier, c'est d'aller planifier des plages dans son calendrier. Je pense que c'est génial parce que tu peux à la fois avoir un rappel de la tâche quand elle arrive, et puis ça te permet aussi de déjà visualiser la journée à venir. Donc ça, c'est super, c'est de se prendre le temps, soit c'est un dimanche soir avant le début de la semaine ou le lundi matin, de se refaire cet exercice, de dire ok, d'afficher toutes ces tâches quelque part. Alors il y a des super cahiers qui existent, des cahiers à to-do qui sont formidables, qui permettent de noter, si on aime bien donc noter à la main les choses, qui permettent de noter toutes les tâches qu'on a, et puis avec l'outil que je viens de dire, matrice des honneurs par exemple, d'aller reclassifier en important, urgent, et de pouvoir donner une priorité à ces différentes tâches. Et ensuite, l'avantage de faire ça, c'est que déjà ça amène un peu de légèreté au niveau de l'esprit, Oui. parce qu'on ne doit plus garder en tête des tâches, tout est déposé là. Et puis, on peut chaque fois voir le jour d'avant, ok, qu'est-ce que j'ai fait, pas fait, le ramener au jour d'après. Il y a des outils numériques qui existent aussi pour le faire. Et puis, de noter ça dans l'agenda, de dire, ok, mais comment m'assurer que je l'ai fait? Donc, les noter dans l'agenda à des endroits clés, des endroits qui semblent les plus faciles pour le faire. Et aussi, surtout, les deux, donc les importants et pas urgents. De se donner une habitude de traiter aussi des gros sujets qui sont pas urgents, mais au moins, comme ça, ils arrivent pas en dernier moment et qu'on doit pas les faire dans le rush. Et puis de se planifier aussi des moments qui sont un peu des buffers, donc des plages un peu, des routes de secours, où il y a les choses plus urgentes, ou les imprévus qui sont arrivés. On se donne un peu de temps pour les faire aussi. Et surtout se rendre compte, et ça on le discutera peut-être plus tard, que on reste toujours maître de son temps. Donc parfois je vois des gens, ils me disent « Ah, mais là je suis débordé, etc. » C'est toujours se rappeler que il y a personne qui peut, dans l'absolu, nous forcer à accepter quelque chose. C'est toujours nous qui allons décider de faire une réunion, d'accepter une réunion, de planifier ça. Alors bien sûr, on a des sentiments d'impératif par rapport à certaines personnes, parfois de la hiérarchie ou certains projets, mais c'est toujours nous qui restons maîtres de notre temps. Et donc, c'est toujours important parce que je trouve que le piège parfois, c'est de passer à cet état d'esprit de je subis plutôt mes journées plutôt que j'en ai le contrôle. Et c'est intéressant de revenir à, ok, mais en fait, on a toujours la possibilité de dire non. Parfois, il y a certaines conséquences, on le verra peut-être plus tard. Il y a aussi des façons de dire non. Mm-hmm. Mais revenir à cette idée d'esprit qu'en fait, on a sa journée. La journée nous appartient toujours. Personne ne peut nous forcer à le faire. Et puis, de se dire, OK, si j'accepte cette réunion, c'est que ça a du sens pour moi. Même parfois, c'est pas parce que je n'ai pas envie d'y aller que forcément, elle devient pas importante. Parfois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire qui sont très importantes. Mais de revenir à cet état d'esprit de, voilà, c'est moi qui suis maître de mon temps et d'aller classifier dans l'agenda les choses par rapport à la prioritisation qu'on aura fait en amont, donc comme j'ai dit. Je rebondis dessus, Ouais. sur cette question-là. Comment dire non? Alors, il y a plusieurs façons de dire non. Pour en citer certaines, bon, il n'y a pas toujours que le non et dire non, c'est pas possible. Mm-hmm. C'est un peu agressif parfois. Ouais, il y a ça. Avec tes collègues, non, je peux pas. Exactement. Et là, on peut se dire, elle est dépassée, quoi. Elle est débordée, elle veut pas m'aider pour cette tâche. Ouais, c'est ça. Et la personne, parfois, elle pourrait avoir l'impression d'être un peu, elle vient pour avoir de l'aide et elle ressort avec rien. Et donc là, il y a plusieurs choses. Il y a le non, mais en proposant, par exemple, un autre moment. C'est-à-dire, mais encore une fois, il y a quelque chose qui est très important, c'est quand on connaît ses objectifs, qu'on connaît ses tâches, qu'on connaît sa prioritisation, il est beaucoup plus facile de connaître ses priorités. Et donc, il est beaucoup plus facile de dire non si on sait à quoi on dit oui. Je suis sûr que quand je te parle à toi, tu vois, ces moments où tu sais qu'il y a quelque chose qui est ultra important pour toi, par exemple ta famille, on va dire. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui est ultra important pour ta famille, ça sera beaucoup plus facile pour toi de dire non à quelque chose d'autre quand tu sais qu'en fait, tu as des choses à faire pour ta famille. Et donc, tu sais à quoi tu dis oui. Et ben, c'est la même chose ici. Une fois que tu as des objectifs qui sont clairs, c'est beaucoup plus facile de dire non. Et donc, il y a plusieurs façons de dire non. La première étant simplement de dire, voilà, là, je suis occupé à une certaine priorité. Est-ce qu'un autre, à ce moment-là, doit proposer 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, est-ce que ça t'irait? Et parfois, les gens n'ont pas besoin de l'aide à ce moment-là. Ils peuvent avoir besoin de l'aide. Oh, dans 2 heures, c'était bon. Bien, le lendemain, c'était bon. Donc, déjà, de proposer un autre moment. Une autre chose peut être de proposer un autre collègue qui pourrait aider. Peut-être la personne veut simplement de l'aide, pas simplement nous en tant que tel. Dire, ouais, mais écoute, ça, je pense que tu pourrais voir avec telle personne-là. C'est peut-être une personne qui est plus qualifiée ou bien qui peut-être est plus disponible pour le moment pour le faire. Ou bien, si ça se fait souvent avec les managers, il y a la possibilité de simplement de montrer qu'on est dans cette volonté de faire des choses, bien sûr, hein,
Simplement, voilà, on est déjà occupé sur une certaine tâche en ce moment. Et donc, se rendre compte que c'est pas parce qu'il y a des tâches en plus qu'on va forcément plus de temps pour les faire. Et donc, c'est un peu arriver dans une sorte de collaboration et dire, OK, mais moi, je veux bien le faire. Simplement, pour aujourd'hui, j'avais déjà avancé cette priorité-là. Ça veut dire que si je prends cette tâche-là, je vais avoir du mal à avoir assez de temps que pour faire les deux en même temps. Donc, comment est-ce qu'on avance? Tu vas peut-être renvoyer la question et demander, parce que peut-être que la personne, alors c'est un manager, va peut-être dire, ah, mais oui, mais alors laisse tomber la tâche que tu es en train de faire, ça devient la priorité. Ou bien va dire, ah, mais oui, c'est vrai que comme tu es occupé de cette tâche-là, écoute, je vais demander à quelqu'un d'autre, ou bien on fera ça plus tard. Voilà, ce sont déjà des façons de faire. Et puis, il y a tout ce côté plutôt collaboratif de la chose. Donc, de pas simplement dire non à la personne, mais essayer de lui donner une ressource aussi en retour. Peut-être dire, écoute, là, je suis vraiment embêté, c'est compliqué pour moi de t'aider. Néanmoins, ce que je peux te proposer, c'est d'aller voir sur ce site. Tu vois, parce que peut-être que la personne, c'est pas tellement qu'elle a envie qu'on le fasse, c'est peut-être qu'elle sait pas comment le faire. Et donc, essayer aussi de l'informer. Essayer d'aller creuser pourquoi la personne veut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que parce qu'elle ne sait pas le faire, elle n'a pas le temps? Parce que parfois il y a d'autres solutions que de simplement que nous le faisions. Et ça peut être aussi plus pérenne aussi comme solution. Excellent conseil. C'est... Je veux parler un peu de la procrastination. Quelque chose qui me touche pas mal. Ok. Moi, j'ai mis en place une méthodologie. Bon, tu me diras ce que t'en penses. Ça s'appelle Eat the Frog. Il y a un livre qui s'appelle... Moi, j'avoue que ça me convient pas mal parce que c'est un peu un cercle vertueux. En fait, Eat the Frog, tu pourras l'expliquer mieux que moi, mais en gros, je me mets une tâche, la plus importante sur ma journée. Évidemment, je dois pas faire que cette tâche-là, mais je dois en tout cas faire cette tâche-là en priorité avant quoi que ce soit d'autre. D'accord. Et en fait, une fois que je l'ai faite, évidemment, c'est constructif. Alors j'ai envie de faire plus parce que je me dis, j'ai fait ça en si peu de temps. Au final, j'ai encore plein de temps pour faire autre chose. Moi, ça marche bien pour moi, à titre personnel. Super. Mais qu'est-ce que t'en penses et as-tu d'autres conseils pour éviter de procrastiner? Ouais, alors, encore une fois, si je reviens à la façon un peu coaching de voir les choses, si pour toi ça te convient, je dirais, c'est génial, si ça te convient. Je dirais, la question serait plutôt, si toi tu dis, voilà, je suis en train de tester cette façon de faire là, mais je sens que ça me convient pas ou que j'aime pas, alors là, je pense qu'il y aurait d'autres discussions, il y a peut-être moyen de l'améliorer, et ça on peut en discuter. Mais je pense que ça te convient, mais tant mieux, ça te convient pour le moment. Donc c'est une façon de faire, en effet, de se dire aussi, c'est souvent lié aussi à des études qui ont été menées sur la volonté, et que la volonté, c'est une ressource qui est limitée. À certains moments de la journée, on en a plus, ça se consomme, et puis ça commence à s'éteindre à certains moments. Et donc commencer la journée par une tâche plus compliquée ou qu'on veut éviter, il y a le côté parfois énergie aussi, on a plus d'énergie, on a plus de volonté. Moi, c'est mon cas. Et puis en termes aussi un peu de dopamine ou de récompense, on se dit, waouh, j'ai fait le plus dur, c'est bon, donc c'est fantastique si t'arrives à le faire. Après, il y a différentes manières. En fait, la procrastination, je trouve que c'est un peu un sujet parfois un peu plus complexe parce que souvent c'est lié à d'autres éléments du time management en soi, parce que tu sais, si on décortique un peu la façon de faire pour accompagner une personne par rapport à ce sujet-là, par exemple, il y a soit des changements de comportement, donc c'est quelqu'un qui fait d'une certaine manière quelque chose et on va voir ensemble comment elle pourrait faire différemment les choses. Ou bien ça va être une question de compétence, donc ça veut dire que la personne, en fait, pourrait faire différemment, mais ne sait juste pas comment faire. Enfin, elle connaît pas les modèles, etc. Parce que là, on va parler de modèles de time management, comme on disait avec la matrice d'Eisenhower. En fait, peut-être que tout le monde la connaît. Donc, c'est pas une question de compétence, mais soit c'est une question de juste y penser, donc mettre des habitudes en place pour avoir de nouveaux comportements, c'est-à-dire utiliser cette compétence. Ou bien, ça va plus loin, ça va plutôt être dans les croyances. Donc, peut-être la confiance en soi, l'estime de soi, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur du succès. Tu vois, ça va être plutôt des croyances, un aspect plus psychologique de la chose que vraiment des façons de s'organiser. Et donc, souvent, de mon expérience, la procrastination peut aussi être liée à ça. Et donc, c'est intéressant d'aller identifier qu'est-ce que la procrastination pour toi, ou pour les auditeurs, les auditrices. Qu'est-ce que la procrastination? Et donc là, il y a différentes questions à se poser. Qu'est-ce qui fait que je ne fais pas cette tâche? Souvent, moi, je demande, OK, donc, est-ce que tu y penses déjà? Donc, ça, c'est déjà une première question. Est-ce qu'on y pense? Parfois, il y a des gens qui juste n'y pensent pas. Donc là, ça va plutôt être changer les comportements, c'est-à-dire mettre des stratégies en place pour y penser à un certain moment. Ou bien planifier. C'est OK, quand est-ce que tu penses que ça serait le meilleur moment pour toi pour le faire? Comme ça, on n'est pas happé, on y pense. Et puis peut-être, les gens vont me dire, ah bah oui, j'y pense. Ah OK, et qu'est-ce qui se passe alors quand tu y penses? Ah, j'ai pas envie de le faire. OK, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais pour ne pas en avoir envie? Parce qu'il n'y a pas une façon de faire, tout le monde peut avoir ses raisons. Et donc là, ça vient pas toujours si facilement, hein, mais ça peut être, en fait, je sais pas comment y arriver. J'ai peur de commencer la tâche. Tu vois, ou le syndrome de la passe blanche. Et donc là, on va travailler. OK, mais donc, qu'est-ce que tu pourrais apprendre? Donc là, c'était des compétences. Qu'est-ce que tu pourrais apprendre pour que ça soit plus facile? Peut-être à qui tu pourrais demander de l'aide pour que ça soit plus facile? Ou bien,
Ça peut être ah oui, mais si j'ai l'impression que je ne fais que 5 minutes ou 10 minutes, c'est pas assez. Il y a des gens qui se disent moi je dois travailler 3 heures pour que ça serve à quelque chose. Ben, la même chose, alors là, on peut parler des intérêts composés. Je sais pas si tu connais les intérêts composés. C'est aussi une idée qui vient de la finance. En fait, c'est l'idée que 1% d'amélioration chaque jour. En fait, si tu fais ça sur une année, donc tu t'améliores, on va dire, c'est un peu conceptuel comme modèle, mais si tu t'améliores d'1% dans n'importe quel domaine chaque jour, donc tu sais, t'apprends un peu de langue, quelques mots de vocabulaire chaque jour, sur une année, en fait, c'est exponentiel, parce que tu deviens 1% chaque fois meilleur chaque jour, donc c'est vraiment une courbe exponentielle. Et donc, c'est se rendre compte que quand tu sommes toutes ces 5 ou 10 minutes, mais en fait, c'est déjà une avancée sur toute la durée et donc parfois c'est aussi plutôt voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein, tout ce que tu aurais pu faire, de voir déjà tout ce que tu as fait. Donc voilà, c'est assez personnel, c'est se poser ces questions. Est-ce que c'est une question de peur de ne pas y arriver? Si c'est une question de peur de ne pas y arriver, ça aller creuser, ok, quel est le risque d'échouer, ou alors le tourner, quelle est l'opportunité de l'échec, qu'est-ce que j'aurais pu apprendre, ou bien aller challenger dans l'autre sens. Imagine dans 3 ans, tu l'as toujours pas fait, comment tu te sens? Ou bien parfois ça semble être une montagne, donc c'est redécouper, ok, peut-être ça a l'air trop gros, redécouper en petites tâches. Qu'est-ce qui te semble être une petite tâche, qui te semble vraiment facile, pas peut-être accepter un tout petit peu que ça soit stressant ou certaines zones de confort, mais qui te semble ok. Tu vois, ça allait redécouper la tâche en éléments plus simples, juste pour donner de l'inertie. Aussi découper dans le temps, je trouve, parce que, par exemple, t'as une tâche qui va prendre 3-4 heures, tu dis, ok, je fais 20 minutes, je fais une pause. Je fais 20 minutes, je fais une pause. Okay. En fait, quand t'es dans 20 minutes, tu dis, en fait, je peux faire 25. Par exemple, ouais, génial, ouais, voilà. Ça marche bien aussi, moi, je trouve. Voilà, par exemple. Enfin, moi, je fais ça pour du montage audio, donc je sais, par exemple, j'ai 1h30 de montage à faire. Ouais. Je fais 20 minutes, et au final, je dis, c'est bon, je me sens bien, je continue, quoi. Voilà, génial. Bon, c'est jamais, ça peut donner des tuyaux. C'est ça. Ouais, et là, tu t'es mis à l'action, donc tu sens que la procrastination est passée. C'est ça aussi. Moi, qui m'a beaucoup aidé, par exemple, pour lancer mon podcast, c'est être dans l'action. Ouais. Mais ne pas être dans le parfait, tu vois. Ouais. Perfectionnement. Ouais. Je suis pas dans le perfectionnement du tout. Au contraire, je suis plutôt dans je fais, je lance et limite, je ne regarde pas, je le fais, quoi. Tu connais cette idée du 80-20? Pareto, oui. Tu peux l'expliquer? Ouais. Donc, en fait, là, l'idée étant que certaines études ont démontré qu'en fait, 20% des efforts ou 20% d'une clientèle, par exemple, ramenait généralement 80% des revenus ou 80% du résultat. Et donc, c'est cette idée qu'en fait, toute action n'est pas spécialement productive. En fait, toujours agir n'est pas toujours synonyme de productivité. Qu'il y a certaines tâches qui amènent plus de retour, de résultats par rapport à un certain objectif. Et que toute l'idée, c'est d'identifier ces tâches clés, ces sous-tâches qui vont amener le plus de conséquences positives pour son objectif. Et donc, ouais, la règle Pareto, c'est génial, c'est d'aller se situer. En fait, moi, j'emploie souvent j'appelle ça l'approche des médailles. Et donc, je demande aux personnes de dire, OK, définis, c'est comme si on voyait une médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. Et dire, voilà, médaille de bronze, c'est ce qui te semble vraiment le plus essentiel, mais ça va pas plus loin, c'est vraiment l'essentiel. Et donc là, les personnes listent, et puis je dis, ok, et là, imagine, tu vas un peu plus loin, ça serait quoi? Et là, ça devient argent. Et là, tu dis, waouh, et là, imagine, ça serait la perfection, ça serait quoi? Ça, c'est l'or. Et en fait, ça permet justement que les personnes puissent sortir de ce perfectionnisme et arriver déjà à se rendre compte que il y a peut-être toujours des choses qui manqueraient si on voit le verre à moitié vide. Mais déjà se rendre compte, waouh, en fait, là, je suis déjà arrivé à la médaille de bronze. Et se rendre compte que quand on est déjà arrivé à la médaille de bronze, on est déjà arrivé peut-être au 80-20. Et que là, tu vois, le temps qu'on va continuer à consacrer pour arriver à l'argent, va peut-être être mieux dépensé ailleurs dans une autre activité pour arriver à la bronze que de continuer à s'efforcer d'arriver de passer à la bronze, à l'argent dans cette tâche-là. Et donc, ça permet de se rendre compte qu'on a déjà quelque chose et qu'on n'est pas toujours à courir après quelque chose qui nous manque. Il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où on sait pas travailler. Tu vois, ça nous arrive à tous. Ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais? La place à la détente ou plutôt se forcer ou être dur avec soi-même en disant, t'es nul, quoi. Enfin, t'y arrives pas, il faut travailler, il y a plein de choses à faire. Moi, je pense, déjà, je t'entends dire t'es nul. Moi, j'aime beaucoup reprendre les gens là-dessus parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, me touche aussi personnellement. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment scinder qui on est de ce qu'on fait. Ça, je pense que c'est le plus important. Et ça, je dirais, c'est peut-être aussi dans le parcours de coaching maintenant qui m'a le plus aidé au niveau personnel. C'est qu'on est beaucoup plus que ce qu'on fait. Et que donc, c'est jamais une question de on est nul. En fait, pour moi, c'est simplement une question de on n'a pas encore trouvé la manière de faire.
Tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler aussi avec les talents et les forces. On est chacun est différent. On pourrait dire, voilà, moi je suis nul en maths. En fait, c'est peut-être parce que apprendre dans un livre, ça ne convient pas. Par contre, on va regarder une vidéo, ça va déjà aller mieux. En fait, on va discuter avec quelqu'un, on va apprendre, vu qu'on n'a pas encore trouvé la manière de faire. Ou bien la motivation pour le faire parce qu'on ne voit pas l'intérêt. Mais ça n'a rien à voir avec qui on est. Et donc, moi, je verrais plutôt ça en termes de, comme je l'ai dit au début, hein, est-ce qu'il y a des comportements à changer? Est-ce qu'il y a des compétences à apprendre? Ou bien est-ce qu'il y a de la motivation, un réalignement à trouver? Et donc, pour répondre à ta question, si à un moment on se sent moins bien, moi, je dirais la première chose, c'est comment on se sent? Est-ce que c'est OK de se sentir pas bien ou c'est un problème? Et donc, si tu me dis que c'est OK, ben voilà, c'est peut-être qu'à ce jour-là, tu as besoin de te reposer. Tu vois, réécouter, encore une fois, je pense que j'aime bien utiliser l'image d'une danseuse classique qui est sur la pointe de ses pieds. Pour moi, la gestion du temps, bien sûr, on peut s'organiser, etc. La vie, elle est imprévisible. Je pense que ce sont des tentatives d'optimisation, mais qui sont des illusions dans le fond, parce que tout change tout le temps. Et donc, c'est arrivé à comme la danseuse de classique qui est sur la pointe de ses pieds. On a l'impression qu'elle est statique, mais en fait, elle est en continu. Elle fait des petits soubresauts pour garder son équilibre. Et je pense que c'est la même chose. On se réveille, on sent moins d'énergie. Eh ben, peut-être que c'est nécessaire à ce moment-là de prendre soin de soi ou faire autre chose. Par contre, si on se dit, waouh, j'ai moins d'énergie et je sais que c'est important que je continue à travailler, eh ben là, c'est arrivé à dire qu'est-ce qui fait que j'ai moins d'énergie aujourd'hui? Parce que soit ça peut être de l'énergie physique, bon, on n'a pas assez dormi, bah là peut-être c'est bien de prendre quand même une sieste et de dormir un moment. Soit ça peut être, on revient à la procrastination, un manque de confiance, et se dire mince, je pense que je vais pas y arriver. Ça pourrait être une peur du succès. Il y en a qui disent, moi je vois parfois des gens, ils me disent je voudrais arriver à ça, mais je creuse en fait, ils ont d'enfants, ils en ont pas envie d'y arriver. Et donc ils créent des boucles pour les éviter. Et donc c'est travailler sur qu'est-ce qui amène au fait qu'on a moins d'énergie? Parce que, encore une fois, l'énergie, bien sûr, il y a le sommeil, mais il y a l'énergie, parfois, c'est simplement, on n'a pas envie, parce qu'on a peur. Et donc, c'est quelque chose à aller débloquer là. Donc, c'est se demander aussi, je trouve une chouette question à se poser et qui, je pense, ne prend pas trop de temps à se poser, c'est qu'est-ce qui me donnerait de l'énergie à ce moment-là? Qu'est-ce qui me permettrait d'avoir de l'énergie? Comme ça permet soit d'identifier un besoin peut-être de temps pour soi, soit ça permet d'identifier un élément dont on a besoin pour pouvoir continuer sur notre projet. Tu vois? Donc peut-être là tu dirais, ça m'aiderait de savoir comment avancer. Ok, donc en fait, la question devient maintenant, j'ai besoin de trouver des actions qui me permettent de savoir comment avancer dans mon projet. Soit on planifie, soit tu redécoupes tes tâches, tu demandes à ChatGPT, t'appelles un copain ou une amie, ou bien c'est j'ai peur. En fait, j'aimerais être sûr que les personnes autour de moi vont apprécier ce que j'ai fait. Ok, donc là c'est intéressant de retravailler sur la zone de contrôle. On n'aura jamais le contrôle sur la vie des autres ou l'opinion des autres. Par contre, on peut avoir du contrôle sur ce qu'on fait. Donc là, les chouettes questions à se demander, c'est comment je pourrais faire pour donner au mieux, pour que, même si des personnes n'aiment pas ce que je fais, que je n'ai pas de regrets ou je sois quand même satisfait de ce que j'ai fait. Tu vois, te dire que tu as donné au mieux que tu pouvais. Oui. Voilà, il y a pas vraiment une réponse clé parce que je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se sentir un peu moins en forme un certain jour. Mais je pense que la première question à se poser, en effet, c'est quelle est la raison, dans le fond, de ce manque de motivation, ce manque d'énergie? Est-ce que c'est un manque d'énergie, alors c'est se reposer ou faire des activités qui nous ressourcent, ou bien est-ce que c'est un manque de motivation? Et là, d'aller chercher sur soit ce qui nous manque, soit ce qu'on aimerait de plus ou de différent. L'heure tourne et je veux qu'on reste dans le timing, le time management. Ouais. Je vais te poser encore quelques petites questions. Ouais, ça va. Comment gérer les interruptions et les distractions au travail? C'est fréquent au travail, hein? Ouais. Là, il y a certaines études qui sont assez intéressantes qui montrent que quand on est déconcentré, en fait, on a besoin de temps pour se reconcentrer sur la tâche. Et donc ça, c'est un peu le piège. Parfois, on va travailler, on est déconcentré et on se dit, OK, on va juste reprendre la tâche comme si de rien n'était. Mais c'est un leurre, en fait. Et donc, il y a un concept qui a été créé qui s'appelle le deep work. Et c'est assez intéressant. Tu connais? Je lis beaucoup de trucs là-dessus. Je vois beaucoup de trucs YouTube où vraiment les gens, ils planifient leur deep work. C'est ça. Ils le planifient, quoi. Il faut pas les interrompre à ce moment-là. Je suis un grand adepte de deep work. Je suis un grand adepte de deep work pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que, donc, il y a la notion de flow, si tu connais. La notion de flow, c'est quoi? C'est qu'on est sur une tâche pendant suffisamment longtemps et qu'elle est suffisamment challengeante ou compliquée pour nous. Le temps, on oublie parfois le temps. Oui. Mais pour arriver à cet état, il est important qu'on ait suffisamment de temps pour rentrer dedans. Et donc, tu vois, quand on parlait du modèle ici que je montre, donc il y a les objectifs, il y a la prioritisation, la planification, la procrastination, on en a parlé.
On a parlé aussi d'arriver à dire non, parce qu'autour de ces tâches, il y a des imprévus, il y a des gens qui viennent nous donner des tâches. Et puis là, on est un peu dans le cadre de la productivité. C'est-à-dire que même quand on a choisi une tâche qui correspond exactement à notre objectif, qu'on a dit non, etc., il y a nous avec nous-mêmes, comment on est productif. Et donc, tu disais comment, par rapport aux interruptions, Oui. eh ben, c'est déjà comprendre qu'en fait, être interrompu a un grand impact sur son productivité, parce qu'on a besoin de temps pour se reconcentrer. Et donc, il y a deux choses. Je dirais, l'idéal, ça serait d'arriver à planifier des moments de deep work, justement, où c'est des moments où on est le moins dérangé. Parce que très souvent, les gens peuvent venir nous déranger juste parce qu'ils savent pas qu'on voudrait ne pas être dérangé. Oui. Donc, il y a pas, on dit parfois, le résultat n'est pas toujours l'intention. C'est-à-dire que on pourrait dire, oh mince, elle vient nous déranger, mais si on n'a pas dit non plus qu'on voulait ne pas être dérangé pendant ce moment-là, c'est difficile de blâmer l'autre de venir nous déranger parce qu'il était peut-être pas au courant que c'était pas un bon moment. Et donc, il y a déjà, est-ce qu'il y aurait la possibilité, à un certain moment, d'aller s'isoler ou peut-être de mettre une pancarte, voilà, dans certaines sociétés, ça commence à se faire, de dire, voilà, là, je suis en session de deep work ou en travail, on va dire, focalisé pendant 50 minutes en indiquant, voilà, à telle heure, je suis de retour. Et donc, très souvent, comme on le disait un peu plus tôt avec savoir dire non, parfois les gens ont besoin d'aide, mais l'urgence est relative. C'est-à-dire que ils ont besoin de la réponse ou de l'aide pour aujourd'hui, par exemple, mais que ça soit maintenant ou dans une demi-heure, bah finalement, si dans une demi-heure c'est bien pour tous les deux, tant mieux. Et donc, ça permet d'arriver à déjà filtrer une grande partie. Quand on se dit, OK, on a informé, soit on est dans une salle, soit on est en mis un panneau, on est proposé aux gens ce timing, de filtrer les gens pour qui c'était pas l'urgence d'arriver à ce moment-là. Peut-être qu'il restera toujours une ou deux personnes à un certain moment qui viendront pour une ultra urgence, mais je suis pas sûr que ça arrive tous les jours à tous les moments. Et donc, c'est arriver peut-être une fois par jour à se planifier des sessions de deep work comme ça, peut-être 30, 40, 50 minutes, à chacun de trouver son rythme, pas trop court pour savoir se concentrer, pas trop long non plus parce que le cerveau à un moment s'épuise, et de prévenir son entourage. Un autre élément aussi important est de désactiver ses notifications durant ces séances-là, ultra important, parce qu'il y a aussi cette notion souvent que quelque chose d'urgent, d'important, viendra à travers le téléphone. Surtout si on a... Mail. Voilà, c'est ça. Tu reçois un mail, t'as l'impression que tu dois direct répondre, tu vois. Exactement. C'est comme avec la dopamine sur les réseaux sociaux, etc. Et encore une fois, comme je disais un peu plus tôt, l'idée est surtout pas d'avoir l'impression qu'on subit les emails et on se dit, oh non, on m'a envoyé un email. On est toujours dans le contrôle. Revenir dans le contrôle, son temps en contrôle de sa vie. Et dire, OK, en fait, si on m'envoie un mail et que je le vois, j'ai aussi ma responsabilité parce que j'ai laissé l'email être accessible à ce moment-ci pour moi. Et donc, désactiver les notifications, ça peut se faire. On désactive les notifications d'email, on désactive les notifications d'SMS, WhatsApp, etc. Et soit ça coule de source, ou bien prévenir les collègues que s'il y a vraiment quelque chose d'ultra urgent, qu'on nous appelle. Comme ça filtre encore, et nous, on n'est pas déconcentrés par des choses qui arrivent sur lesquelles on n'a pas de contrôle, des emails, on va pas prévenir tous nos contacts, pas nous envoyer des mails, ce sera pas réaliste. Donc, désactiver les notifications, partir du principe que tout ce qui est urgent se fait par appel, téléphone. Se mettre éventuellement dans une salle dédiée ou mettre un panneau ou en tout cas prévenir les collègues. Et alors un autre élément, là je vais un peu plus loin que les interruptions, c'est quand on est dans le deep work, là ça fait un peu allusion aussi on parlait de méditation dans l'autre épisode, notre esprit va penser à d'autres choses, c'est normal, on va penser oh il faut que je fasse ça, oh c'est ultra urgent, et ça sera certainement même des choses très importantes, très urgentes aussi. Le piège à ce moment-là, c'est de se déconcentrer nous-mêmes dans notre tâche et dire oh je vais vite faire ça avant de revenir. Et là il y a un piège. C'est de dévier et peut-être même de jamais revenir sur la tâche qu'on était en train de faire au préalable parce qu'on a dévié. Et donc, ce qui se fait, c'est d'avoir un parking à idées, c'est-à-dire que tu prends un post-it pendant que je te vois sourire. Mignon. C'est quelque chose que tu fais peut-être déjà? Non. Ouais. Ah non, ok. C'est prendre un post-it et donc ça devient un parking à idées. C'est-à-dire que pendant que tu travailles dans cette deep work et que tu t'es dédié à une tâche en particulier, tu vas noter les idées qui te viennent, que tu ne veux pas oublier, comme ça va décharger ton esprit et tu vas savoir que tu vas pouvoir revenir dessus. Et comme ça, quand tu as fini ta session de deep work après 40, 50 minutes, eh ben, durant ta pause, tu peux, si tu veux, traiter tes tâches là que tu as mis sur ton post-it. Et comme ça, tu es sûr de pas te déconcentrer toi-même aussi. Surtout qu'au préalable, là, on revient à la motivation, etc. Tu as décidé, toi, en âme et conscience, de te focaliser sur cette tâche parce que tu as fait ta prioritisation en amont et tu sais que c'est important pour toi. Donc, il y a un peu ce concept aussi, tu as parlé de Eat the Frog. Mais moi, c'est un peu ce deep work, je l'ai quand je fais Eat the Frog. Voilà, super. Et moi, j'utilise Todoist, que je recommande. Et en fait, je tape tout dedans. Et après, je trie. Mais c'est vrai que toi, t'es adepte du papier plutôt. Est-ce que tu fais du journaling et tout ça? Est-ce que tu recommandes ça? Moi, ça me plaît. Après, chacun, encore une fois, est différent. Moi, c'est quelque chose, j'aime bien... barrer les choses, moi, ça me provoque cette dopamine positive à ce moment-là, une sorte de petite excitation, de dire, OK, j'ai fait ça, ça et ça.
Ce qui est chouette aussi, on parlait du verre à moitié vide ou à moitié plein, en termes de motivation, c'est génial, surtout dans les grands projets, les projets longs, de voir aussi les choses qu'on a fait durant la journée. Parce que parfois, on peut avoir le sentiment de ne pas avoir avancé, et ça aide de voir les choses qu'on a déjà faites. Tu vas se dire, ok, mais en fait, j'ai pas beaucoup avancé, bah, si, j'ai quand même fait tout ça, ça, ça et ça. Et donc ça aide aussi. Donc moi, j'aime bien, comme je t'ai dit, les cahiers to do. Ça permet de déposer toutes les tâches sur le papier. J'aime bien aussi avoir une application sur mon téléphone pour les to-do, parce que parfois on n'a juste pas ce cahier avec nous et on y pense. Donc ça permet de déposer les idées, soit dans un Google Sheet. Pour le moment, j'emploie beaucoup ClickUp. ClickUp, je sais pas si tu connais. Non. Bah, ClickUp, c'est un ami qui m'a recommandé. Ce qui est génial en fait, c'est que avant, je faisais ça dans un Excel. C'est de pouvoir avoir une to-do, mais qui aussi intègre la matrice d'Eisenhower. Tu vois, comme ça, tu peux parce que jeter des tâches dans une to-do, à la fin, ça peut. Oui, mais to-do ici, il l'intègre. Ah, voilà. Tu mets des drapeaux et tu mets des priorités et tu mets des dates. Et une deadline. Voilà, fantastique. Ça, c'est génial. Ouais, voilà. Un peu tous. Clockify, tu connais aussi, c'est pour timer le temps que tu mets par tâche. Ah, super. Je connais pas celui-là, mais ça, c'est un très bon exercice aussi. Ouais. De timer, en fait, vraiment, réellement ce que tu fais, parce que souvent, on part dans tous les sens. Ouais. Tu l'as dit, et tu penses que tu vas traiter tes emails, mais en fait, tu ouvres Facebook, puis tu ouvres LinkedIn, et puis finalement, en fait, et en fait, ça vraiment, ça te cadre. Ok, en fait, traiter mes emails, ça met autant de temps. C'est ça. Enfin bon, c'est un exemple. Mais, super. Écoute, 34 minutes. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin concernant le time management? T'en as dit beaucoup. Un petit tuyau, un petit truc qu'on peut appliquer dans sa vie peut-être dès demain ou dès ce soir pour procrastiner. Bah, encore une fois, moi je pense que, comme je l'ai dit au début, je pense que moi le meilleur conseil que je donnerais, c'est revenir à... Parce que en fait, le temps de toute façon il est dépensé. On passe 24 heures, quoi qu'on fasse, on va le dépenser. Et donc je pense que c'est plutôt revenir à quel est l'objectif. Allez, moi j'aime bien ce côté d'objectif, parce que pour moi on revient à cette notion du chat. S'il n'y a pas d'objectif, tous les chemins sont bons, et donc pourquoi s'embêter avec la gestion du temps et pas nécessaire même de penser à ça. Et c'est peut-être très bien aussi, hein. Mais si on se dit on a envie de penser à la gestion du temps, c'est que quelque part je pense qu'il y a une insatisfaction ou un désalignement entre l'autre objectif, conscient ou inconscient, et la façon dont on perçoit notre façon d'avancer, qui est aussi subjective, parce que parfois on se dit je suis pas en train d'avancer, mais en fait on se rend compte après qu'on a quand même avancé sans le savoir. Donc il y a beaucoup de subjectivité. Donc en fait moi le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est se poser la première question, quel est mon objectif dans la vie? C'est pas du tout une question facile, je le sais. Un outil qui aide énormément, que je conseille souvent, c'est la roue de la vie. En fait, c'est une roue qui décortique la vie en différents aspects. Donc, il y a le travail, les finances, la famille. Voilà. Pour moi, ça, c'est fantastique, parce que la vie, pour moi, c'est quelque chose un équilibre dynamique permanent. Et donc, on peut se sentir très satisfait avec un certain équilibre une certaine semaine, en disant, OK, moi, je vais beaucoup travailler, ça me convient. Et puis, 2 semaines plus tard, on dit, ah non, je me sens pas bien. Ben oui, en fait, pourquoi? On refait une roue de la vie. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, une roue de la vie, donc, c'est différents aspects de la vie. Et puis, on va noter, il y a 2 manières de le compléter. Soit on complète en termes de satisfaction. Donc, on va dire, OK, ben, niveau pro, je me sens à ce niveau-là, niveau famille, à ce niveau-là, etc., de 0 à 10. Ou on peut le compléter au niveau du temps dédié par catégorie. Et donc, ce qui est génial, c'est de se demander à la fois, OK, en fait, si j'ai mis, j'en sais rien, 7 sur 10, de quoi j'ai besoin pour arriver à 8 ou à 9. Donc, ça permet de reformuler ces objectifs par différentes catégories. Ça permet aussi de se rendre compte qu'en fait, la vie, c'est pas qu'une catégorie, que si à un moment dans la vie, ça va moins bien, niveau pro, famille, bien aussi les amis, la spiritualité, enfin, il y a d'autres cadrans. Et puis, ça permet aussi de pouvoir se rendre compte pour soi, mais quand je me sens bien, tiens, je vais une fois fait une roue de la vie, qu'est-ce que j'ai dédié comme temps à telle chose, et peut-être ça, c'est votre formule pour le moment pour vous sentir bien. Et puis quand je me sens moins bien, au lieu d'avoir encore une fois l'impression d'être dépassé, de subir sa vie, faire une roue de la vie et dire, mais objectivement avec moi-même, où est-ce que j'ai concentré mon temps? Et se rendre compte que peut-être, ben oui, c'est vrai, en fait, là, je me rends compte, j'ai dédié beaucoup de temps, à ma famille et mes amis, mais quasiment pas de temps au sport. Et en fait, je me rends compte que c'est vrai que le sport, c'est important pour moi. Et en fait, ça devient plus simple, c'est OK, mais maintenant, qu'est-ce que je vais un peu diminuer pour ajouter du sport? Et donc, je trouve que ça amène plus un côté ressourçant et plus un côté reprise en main de sa vie que juste naviguer dans le flou et se dire, je me sens pas aligné, j'ai besoin de gérer mon temps, mais à quoi bon, dans quel but, je commence par quoi, tu vois? C'est super intéressant. Merci. Merci beaucoup. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a autant de roues de vie que de personnes. Il y a pas de bonne réponse. C'est ça. Et puis, 2 roues de vie identiques pourraient ne pas amener la même satisfaction, parce que tout est subjectif. C'est ça qui est fantastique. Et puis, il y a un même moment, on va se dire, j'ai trouvé ma roue de vie idéale. En fait, moi, il me faut X% dans le sport, famille, etc.
Et puis pour revenir à l'autre podcast qu'on vient d'enregistrer sur la paternalité, être parent, etc. Bon, changement de vie, et la roue de vie n'est plus applicable. Les choses ont changé. Et donc ça qui est fantastique, c'est quand on croit qu'en fait, j'ai trouvé ma roue de vie, ou mon équilibre, non, peut-être le lendemain ça va changer. Et donc c'est réapprendre à la fois je pense que ça peut être rassurant pour certains de se dire j'ai une idée de ce qui est important pour moi, tout en sachant qu'en fait la vie peut être imprévisible et qu'il sera peut-être nécessaire de la remodifier à un certain moment, mais au moins savoir qu'on a certains outils et certaines façons d'y arriver, et que à aucun moment, en tout cas moi c'est ce que je souhaite à tout le monde, qu'à aucun moment quelqu'un se sente dépassé ou ait cette impression qu'il n'y a pas moyen d'aller mieux. Parce que je suis persuadé que on revient à cette façon de faire, c'est pas lié à la personne en tant que telle ou qui on est, c'est lié à ses comportements, à ses compétences ou sa façon de voir sa vie ou de voir les choses, mais pas intrinsèquement qui on est. Merci beaucoup Alex. Avec plaisir, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Je vous remercie infiniment et à très vite pour de nouveaux épisodes.